Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'inviter à Davidson là, pour le DAF Talk. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon projet Location Voisin. Je vais faire deux choses en fait. Je vais vous parler du projet. Et puis après, comme on est chez Davidson, il y a une partie technique qu'on m'a demandé de faire. Et je vais vous partager en fait tout simplement un retour d'expérience sur comment j'ai mis en place ce projet grâce aux outils no-code, low-code. Voilà. Donc on aura les questions, on va juste les garder pour la fin. Je vais vraiment faire les deux présentations, puis on gardera un moment d'échange à la fin. On pourra le faire aussi autour d'un verre à la fin. Donc rapidement pour me présenter, donc moi c'est Bruno, donc je suis un passionné de sport et de nature. J'ai travaillé 16 ans là, dans le commerce en ligne. Et alors 2020 pour moi ça a été vraiment un moment, un déclic pour moi. C'était l'époque du Covid, on s'en souvient tous. C'était un tournant parce que à ce moment-là, j'ai eu vraiment envie de m'engager pour la planète. Alors pour différentes raisons, mais notamment, j'ai deux enfants aussi, mais c'est notamment aussi pour mes enfants et puis vraiment le sentiment de devoir passer à l'action sur la planète. Et donc, à travers ça, j'ai voulu devenir un acteur de l'économie circulaire. Et c'est ce qui m'a amené à créer Location Voisin, qui a été incorporé en juin 2023 et qui est en pilote chez Montréal Cowork. Alors, juste je disais que j'étais un passionné de sport. Donc pendant ma vie, j'ai pratiqué énormément de sports différents. Et ça a amené cette problématique, finalement, c'est que j'ai accumulé beaucoup de produits. Il y a plein de produits que j'utilise plus du tout, qui sont entassés dans mes placards. Donc j'imagine que certains d'entre vous ont un peu la même problématique. Et je suis tombé sur juste un chiffre. Alors j'ai pas trouvé de chiffre au Canada, donc j'ai pris un chiffre de la France ici. Mais il y a une étude qui est sortie d'eBay par l'Ipsos. Et donc l'année dernière, qui a pu calculer qu'il y avait 2 milliards d'objets inutilisés dans les placards des Français. Donc c'est juste pour donner un ordre de grandeur, et finalement que je ne suis pas le seul à avoir cette problématique. Et puis l'autre chose aussi, l'autre problématique que j'ai, c'est comme je dirais vous tous, on a à Montréal une grosse problématique avec les problématiques de logement, l'inflation qu'il y a pu avoir. Là, on a un chiffre, on a 48% des Montréalais qui ont de la difficulté à se loger. L'inflation, les taux qui ont augmenté. Donc, on a vraiment une problématique de place. Et ça va un peu en contradiction avec le fait qu'on a plein d'objets qu'on n'utilise pas et en même temps un besoin de place. Donc, en gros, pour vous expliquer très rapidement ce que c'est que Location Voisin, donc c'est une plateforme qui va avoir pour objectif de permettre de réutiliser tous ces produits de seconde vie pour qu'ils puissent être réutilisés dans les communautés. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, la plateforme, elle va s'occuper d'adresser toutes les frictions qu'il peut y avoir pour que les gens s'échangent les produits. Donc il y a bien entendu le fait que ça soit simple. J'utilise d'ailleurs pas mal d'intelligence artificielle sur cette partie-là pour que les personnes puissent rapidement mettre leurs produits en ligne. Et l'autre point essentiel, c'est la confiance. J'ai pu faire une étude l'été dernier juste pour voir vraiment quels étaient les freins. Et ça, c'est un point majeur, la confiance. On a toujours peur de partager, est-ce que les produits vont être bien utilisés. Et puis même quand on utilise soi-même le produit, on a peur de le casser. Et ça, c'est un frein super important. Donc vraiment, l'objectif de la plateforme, c'est ça, c'est de pouvoir réutiliser ces produits de seconde vie et puis de venir en fait adresser toutes les frictions pour qu'on puisse vraiment échanger en toute confiance. Et donc il va y avoir plusieurs impacts derrière. Ça va être un impact environnemental, bien entendu, avec la réutilisation des produits. Un autre impact qui est économique, donc qui permet aux loueurs de pouvoir avoir un revenu sur leurs produits inutilisés, puis les personnes qui n'ont pas les produits de pouvoir avoir accès à ces produits avec des prix super bas. Et le dernier point, on le verra un peu à travers les slides après, mais il y a vraiment aussi une création de lien qui se fait avec la communauté grâce au partage. Juste après, j'ai mis les liens pour les chiffres, mais ça, les 48%, c'est une étude qui a été faite sur Montréal en 2023.
Voilà, donc je pense qu'on se retrouve tous, en tout cas sur la problématique de droite, hein, le besoin d'espace, la difficulté là, avec le coût du logement, le besoin de place. Et pour certains d'entre nous, on se retrouve aussi sur ces produits inutilisés. Et donc c'est ça qu'on va travailler. Alors moi, le démarrage du projet, je vais vous montrer vraiment les 3 grandes étapes du projet, mais la première étape, c'était de venir tester avec cette raquette qui était une raquette qui était dans mon placard et qui traînait là. Au niveau de l'impact écologique, j'ai juste mis 2 chiffres, mais c'est pour avoir des ordres de grandeur, hein, tout simplement. Là, 23 kilos, vous pensez que ça correspond à quoi? Le quoi, le? Non, mauvaise réponse. C'est pas compliqué, on parle d'écologie, donc... ouais, c'est ça. Donc alors c'est pas exactement sur cette raquette, c'est une étude qui a été faite par l'ADEME en 2018, mais en gros, ils ont calculé l'équivalent en CO2 pour une raquette graphite, hein, donc les nouvelles raquettes de tennis, avec une housse, et puis ils ont pu calculer que ça représente 23 kg de CO2. Alors ça fait pas beaucoup, hein, juste pour une raquette, mais quand on voit les 2 milliards là, dont on parlait avant, on voit que si on arrive vraiment à s'échanger les produits qui existent déjà, on peut avoir un impact majeur. Deuxième chiffre, 43 x 43. Toi, tu as déjà vu? Mais vas-y, tu peux dire quand même. Non, non, non. Toujours sur la partie plus l'impact écologique. Non, je vous donne la réponse. Donc en fait, ils ont fait aussi l'ADEME sur la même période. Là, ils ont étudié quelle était la mobilisation de matière nécessaire pour créer un produit. En fait, là, pour une raquette, il y a plusieurs exemples, mais sur la raquette, ils ont calculé qu'il y avait besoin de 43 fois le poids de la raquette pour produire le produit. Donc voilà, ça donne aussi, au dehors de l'aspect CO2, ça donne aussi un ordre d'idée des problématiques que ça peut occasionner. Et encore, sur un produit, ça ne représente rien, c'est sûr, mais si à grande échelle, c'est autre chose. Et le dernier chiffre, donc 20 ans. Pas loin, pas loin. Tu peux multiplier par 2. Mais non, c'est... alors, 20 ans, en fait, c'est le temps que cette raquette est restée inutilisée dans mes placards. Donc, j'étais parti en vacances en Corse avec mes parents, je devais avoir 14 ans. Et voilà, on avait acheté cette raquette-là, elle a servi qu'à ce moment-là, et puis je l'ai emmenée avec moi, mais je ne l'ai jamais réutilisée. Et donc voilà, donc je vous laisse penser peut-être aux produits que vous avez chez vous qui sont un peu comme ça. Et en fait, c'était le premier produit qu'on a testé pour venir tester en fait ce modèle de partage via la location. Et ça, c'est le résultat. Donc c'était il y a 1 an à peu près. Vous reconnaissez peut-être, c'est l'égérie de Location Voisin. Ouais. Mais ouais, donc ça, ce qui est important, que je voulais vous montrer là-dessus, hein, c'est finalement cette raquette qui n'a pas été utilisée pendant 20 ans, là j'ai juste passé un nouveau grip dessus pour qu'elle puisse être utilisée correctement. Et ce qu'on voit, ce qui est super important pour moi ici, c'est vraiment le plaisir qu'on peut voir là sur la réutilisation d'un produit. C'est tout bête, on l'a juste mis à disposition des personnes et on a pris beaucoup de plaisir, des émotions, de la tristesse. Samuel, il est où? Ah, il est là. Et voilà, donc on a testé en fait le modèle d'échange sur notre équipe qui est ici. Donc on a testé ça dans un premier temps juste entre nous pour voilà, voir ce que ça faisait de se repartager des produits, d'utiliser les vieux produits qu'on a et puis de s'amuser avec. Et la deuxième étape, ça a été d'aller chercher une communauté, donc c'était Montréal Cowork, et de venir faire ça à plus grande échelle. Donc passer d'une petite équipe à une équipe plus grande, une communauté. Et donc ça, on l'a fait en octobre l'année dernière. Alors, excusez-moi, j'ai oublié juste de mettre ça. La saison de tennis va bientôt démarrer. Et là, on peut, pour 6 $, vous pouvez bénéficier d'une raquette. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super attractif pour les personnes d'une communauté. Moi, j'ai toujours rêvé d'être meilleur en tennis. Et là, voilà, on a un moyen simple avec la communauté. Il y a une personne qui va mettre à disposition sa raquette de tennis.
Et voilà, on peut dans la journée venir en faire. Donc voilà, ça montre aussi, je voulais juste montrer ici qu'on est sur du produit de seconde vie. Donc forcément, on est capable de proposer des prix très bas, puisque l'idée, c'est de créer un revenu, de permettre d'entretenir le produit. Mais sur des produits de seconde vie, on peut se permettre de mettre des prix bas. Donc je disais, on est passé à la deuxième étape après, ce qui est de mettre le même service à plus grande échelle sur une communauté. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est tout simplement de demander à la communauté de quoi vous avez besoin pour l'hiver. Donc on était en octobre, hein, l'idée c'était de préparer l'inventaire hivernal. Et c'est comme ça avec la communauté, on allait chercher des loueurs pour les skis de fond, pour le hockey sur glace, pour les raquettes à neige. On est aussi allé mettre en place des produits qui sont d'utilisation ponctuelle, hein, pour ceux qui veulent faire des rénovations, les outils de bricolage, le traditionnel appareil de raclette. Et voilà, on a réussi finalement à refaire les mêmes expériences, à créer de nouvelles expériences pour la communauté. Donc au niveau des résultats, il y avait un premier point à valider, hein, c'est est-ce que les gens ont envie sont intéressés par ce service de location. Et donc on a réussi à faire 55 jours de location avec la communauté. Alors ce qui est une belle victoire, mais l'idée ça va être d'être capable de faire mieux par la suite. Mais voilà, on a pu montrer que les personnes sont prêtes à faire de la location. Et là-dedans, il y en a aussi quelques-unes qui viennent de Google, tout simplement. Donc il y a aussi des personnes qui sont venues en dehors de la communauté qui ont pu faire de la location. On a pu générer un revenu, donc 355 $. Donc c'est ce qu'on a pu générer, donc le revenu brut pour les loueurs. Donc super intéressant. Je parlais de la problématique d'entretenir les produits. Avec ce revenu-là, ça permet à la fois de donner du revenu au loueur, mais ça lui permet aussi de continuer à bien entretenir son produit et cette raquette-là qui a 20 ans, de pouvoir l'amener encore quelques années à être réutilisée. On a pu valider aussi, j'ai pu valider là, le business model principal qui est de la réutilisation des produits, donc de mettre des frais de service pour garantir un service qui soit simple, avec un haut niveau de confiance sur cette utilisation. On a pu valider que ce n'était pas un frein pour la location, que ce soit pour les loueurs ou pour les utilisateurs. On a pu aussi récolter les premiers avis des personnes qui ont réutilisé les produits. Donc pour l'instant, on a eu 5 sur 5 sur les 9 avis récoltés. Et puis le dernier point, c'est ça, ce que je disais avant, mais c'est qu'on a pu aussi créer beaucoup de liens dans la communauté, du plaisir, voilà, puis des nouvelles activités que la plupart des personnes ne pouvaient pas faire jusqu'à présent. Et on peut les faire de manière spontanée grâce à la location. Alors, juste une petite vidéo qu'on a faite avec certaines personnes de l'équipe, donc merci à ceux qui ont participé au tournage. Je la lance, elle dure 1 minute, hein, donc ça va vous permettre de voir l'expérience globale qu'on a pu mettre en place chez Montréal Cowork. I woke up this morning all that I haven't gone out getting home. I woke up this morning all that I haven't gone out getting home. Haven't gone out getting home. Holy well now, God, haven't gone out getting home. Holy going out home. Donc vous pouvez applaudir, hein, les acteurs qui sont là. Et puis ouais, donc vous avez pu voir la fin, c'était mes enfants.
c'était pour vous présenter le projet location voisin. Je vous laisserai poser des questions à la fin. Je vais enchaîner là avec mon retour d'expérience sur l'utilisation du low-code et du no-code pour réussir à sortir ce projet assez rapidement. Juste petite question, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà Flutterflow? Ouais. Framer et Heroui? Non? Je vais vous présenter chacun de ces trois outils. Je vais reprendre un peu le parcours qu'on va retrouver sur Location Voisin. Donc en démarrant par toute la partie navigation, on va voir comment on utilise Framer, comment on vient personnaliser Framer avec la recherche. On passera après au checkout, l'order, et puis on verra ce qui se passe sur l'application. Alors, attends, je vais juste... Ouais. Donc, au niveau de Framer, il faut le voir comme c'est un outil qui a été fait à la base pour des designers, donc pour leur permettre de designer rapidement un site web et de pouvoir le mettre en ligne très rapidement. Donc en termes d'interface, si je reviens ici, en fait on va retrouver une expérience comme pour ceux qui connaissent Figma, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent Figma, mais là on est à peu près sur le même fonctionnement, la même interface. On va retrouver bien entendu la possibilité de voir son design sur desktop, sur tablette et sur mobile. On va retrouver le même principe en termes de design pour pouvoir bien positionner chaque élément. Et ils ont même développé un système qui permet d'exporter un design Figma sur Framer. Et après, on va retrouver tout simplement des éléments visuels qui permettent de rapidement créer une page. Je vais juste peut-être vous faire une petite démonstration là, de... si je veux rajouter par exemple une section, j'ai des choses qui sont déjà pré-designées qui me permettent de rapidement rajouter une section. Voilà, on va la rajouter ici. Et ça se fait automatiquement, ça vient se mettre en responsive. Et après, on peut publier directement. Et en quelques secondes, c'est publié sur Internet. Il y a des systèmes aussi de staging qui existent. Mais là, si j'ouvre ici, je vais retrouver ma nouvelle page avec, donc bien entendu, responsive. Et l'autre élément qui est intéressant aussi, c'est que ça gère super bien. Je vais aller sur une autre page, mais voilà. Ça gère aussi super bien tout ce qui va être les thèmes, dark themes, automatiquement ici, quoi. Donc c'est juste un système de couleurs à mettre. Bon, vous connaissez ça, j'imagine très bien, mais en tout cas pour une personne comme moi qui n'a pas développé depuis de nombreuses années, j'ai pu rapidement créer un site avec Framer. Au début, je pensais que ça allait être juste un site de présentation. Mais finalement, j'ai réussi à aller développer l'expérience jusqu'au checkout avec la partie search. J'ai créé aussi, j'ai pu gérer l'authentification. Voilà, des choses je pensais que j'allais pas du tout être capable de faire, mais avec la communauté, la documentation qui existe, avec ChatGPT aussi qui m'a vraiment aidé là, pour le coup, j'ai réussi à adresser ces sujets-là en passant personnellement beaucoup d'heures dessus, mais avec des personnes qui maîtrisent vraiment le développement. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable assez rapidement, plus rapidement que ce que moi j'ai pu faire. Mais voilà, donc c'est intéressant parce qu'un outil de designer, en venant utiliser les systèmes d'override qu'on peut retrouver sur Framer, on arrive à faire beaucoup de choses. Par rapport à ça, je voulais vous montrer... attendez, je me remets ici. Ouais, juste pour terminer globalement sur ce qui est intéressant au niveau de Framer, c'est que quand on l'utilise vraiment de base, là, il est parfait en termes de SEO, en termes de rapidité. On a des indicateurs de performance, d'accessibilité qui sont vraiment excellents. Après, c'est sûr, dès qu'on commence à le customiser, on peut dégrader un peu ces éléments-là. Tout ce qui est fait en dehors des codes custom qu'on peut rajouter, c'est parfait. Tous les problèmes que j'ai pu avoir moi avec Framer, c'est uniquement sur ce que moi j'ai rajouté. Donc voilà. Mais voilà, donc c'est super intéressant. Et puis avec un bon niveau technique, vous pouvez tout à fait utiliser Framer et aller faire des choses super avancées. J'ai mis aussi là les éléments, on a pu voir qu'on est capable de déployer en quelques secondes sur le web. Il y a tout un système aussi de versionning qui existe. Et en termes de coût,
Moi, je suis sur une version vraiment basique, donc ça me coûte à peu près, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est 20 $ par mois à peu près. Et avec ça, on est déjà capable d'avoir, je crois que c'est limité à 100 000 visites par mois, mais c'est déjà énorme pour un pilote. Et puis il y a une version aussi basique qui est gratuite, par contre sur lequel on a le branding Framer qui est dessus. Et voilà, moi j'avais quand même besoin de faire sauter ça. L'autre point aussi, l'autre limite qu'il faut connaître sur Framer, c'est qu'ils n'ont pas de système qui permet d'utiliser par exemple une API produit ou API catalogue pour venir injecter un CMS tiers. Et donc ça, c'est quand même une limitation. Par contre, ils ont la possibilité, avec leur CMS, on peut faire un import CSV. Donc voilà, moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'automatise la création des CSV, puis je viens l'injecter dans Framer, donc de manière semi-automatique. C'est ça, ouais, donc SEO, pareil, c'est excellent en termes de SEO. Et des designers, ils pourraient tout à fait utiliser que Figma s'ils sont sur un projet perso notamment. Au niveau des overrides, je vais vous montrer quand même un exemple de comment j'ai fait pour utiliser Framer, mais de rajouter Algolia. Je ne sais pas si vous connaissez Algolia. Ouais, donc ouais, c'est ça, c'est un système d'indexation. Je pensais peut-être le leader mondial là-dessus, mais qui permet de proposer de l'indexation et un système de moteur de recherche super performant et qu'on peut aussi customiser. Donc moi, par exemple, avec le besoin de pouvoir gérer plusieurs communautés, faire en sorte que quand vous allez aller sur Location Voisin, vous allez pouvoir voir les produits qui sont en priorité de votre communauté ou qui sont en priorité proche de chez vous. Avec Algolia, c'est pas compliqué, il suffit de gérer le bon système d'index et ça le fait de base. Donc je peux utiliser la puissance d'Algolia et ce que je voulais, c'était pouvoir l'avoir sur le site. Et donc là, il y a vraiment une difficulté avec Framer, c'est qu'il faut réussir à mettre en place cette partie-là. C'était pas finalement la partie. J'ai eu beaucoup plus de difficultés sur l'authentification. Sur la partie Algolia, j'ai réussi à aller relativement vite. Et je vais vous donner un peu. Alors c'est ma façon de faire. Vous aurez sûrement des façons plus. Ouais. Ouais. Alors j'ai deux choses. J'ai ce site-là et puis j'ai une app avec Flutterflow. On le verra juste après, quoi. Mais avec ça, ça hoste tout. Alors non, avec Flutterflow tu peux, là tu es dépendant d'eux, donc moi c'est juste du front-end, ce qui fait que, initialement je pensais tout faire en Flutterflow, et Framer juste le garder comme ça pour présenter Location Voisin. Et voilà, mais par contre j'accepte le fait qu'à un moment, si je veux faire autre chose, comme c'est que du front-end, entre guillemets, hein, mais j'ai toute la logique qui est en dehors de Framer, je serais capable de repartir sur autre chose, quoi. Bon, là, pour le coup, j'aurais peut-être du mal à le faire tout seul, mais c'est tout à fait possible. Et ça me permet surtout de venir adapter très rapidement l'expérience. Donc au niveau de la search, je voulais vous montrer tout simplement ça. Donc on a des éléments visuels, et comment j'ai fait pour la search? En fait, il y a un système sur Framer qui se permet de créer ce qu'ils appellent un code override, tout simplement. Mais on va pouvoir avoir plusieurs components qui vont partager le même code. Donc là, j'ai une page de code qui va concerner que la partie search, et sur lequel je vais créer un store. Alors, encore une fois, je ne suis pas développeur, donc si je suis approximatif dans mes explications, c'est normal. Mais voilà, possibilité de créer un store dans lequel je vais mettre deux informations. Je vais mettre la query, donc qu'est-ce qui a été tapé dans l'input, et le nombre de résultats. Et je reviens ici. Donc là, c'est ce component ici. Ce component-là, il va juste se charger de venir indiquer ce que la personne a écrit et le moment où il a cliqué sur le bouton, qu'il a validé sa recherche. Et donc ça va charger en fait cet élément-là. Donc cet élément-là, on va le retrouver dans le code, ou c'est ce bout de code-là, hein, mais il va juste dire je vais mettre à jour mon élément query.
Et les éléments suivants, celui-ci, celui qui affiche les produits, lui va avoir comme fonction d'écouter quand il y a une modification sur le store au niveau de query. Et il va déclencher, en fait, lui, l'appel à Algolia et en récupérant les résultats, faire la mise en forme. Et là, donc là, il y a deux types de components. Il y a les components visuels et les components de type code. Donc là, je vous montre un component code où j'ai dû tout coder moi-même. Encore une fois, là, j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider là-dessus. Mais c'est ça. Donc il va faire la communication avec Algolia. Il va récupérer le résultat et il va venir tout simplement ici là. Il va retourner l'élément visuel en mettant les informations qu'il a reçues. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai un autre component qui vient se charger là, et en fait, je viens lui dire de récupérer les résultats, et pour chaque résultat d'Algolia, tu vas me mettre un item location, donc, qui est ici, en venant lui mettre le nom du produit, le prix, et puis qu'est-ce que j'ai d'autre, et puis le lien vers l'item, tout simplement. Et cet élément-là, en fait, on le retrouve ici, dans mes assets, donc item location. Alors pourquoi je vous montre ça? Voilà. Donc il est ici, c'est ce variant-là. Mais dans ce qui est intéressant en fait à voir ici, c'est que je peux à la fois utiliser une interface super visuelle et d'avoir des éléments qui portent une logique plus complexe et finalement de faire des changements de manière assez simple. Donc voilà, ça c'est super, super utile et ça m'a permis de contourner, je dirais, la limitation de Framer qui est où ils ont un système de recherche qui est ultra basique, ultra limité. J'ai le droit de rechercher que je crois sur 10 objets. Et là, j'utilise Algolia à la place, sur lequel je suis vraiment illimité là, en termes de performance. Donc voilà, ça c'est le premier exemple, c'est ce qui m'a permis de faire de la recherche. Je vais revenir ici, et concrètement c'est ça, mais si on va rechercher les raquettes de tout à l'heure. Voilà, donc là ça me permet de gérer cet élément-là. Et puis donc quand je clique dessus, de pouvoir aller sur la page. Et donc l'élément suivant, alors attendez, ouais. Donc voilà, je ne vais pas dans le détail après il y a la partie de checkout, mais concrètement après j'ai réutilisé à peu près le même fonctionnement ici pour gérer l'availability, pour pouvoir ensuite afficher si le produit est disponible ou pas. Et donc après, là je m'arrête là sur vraiment Framer, parce que j'utilise juste en front-end, et après pour pouvoir garantir la fiabilité, la sécurité sur la partie checkout, là je laisse Stripe faire les choses, et j'utilise en fait Rowi, que je vais vous montrer là maintenant. Rowi pour faire vraiment toute la logique back-end. Donc Rowi c'est ce qu'ils appellent un low-code back-end, qui en fait est connecté à ma plateforme Firebase. Donc il vient, tout ce qu'il fait, il va le faire sur mon projet personnel Google. Et donc là, pour le coup, il va déployer des choses sur mon interface. Et j'ai pas besoin de devoir gérer la problématique back-end qui serait pour quelqu'un comme moi ultra longue à faire, enfin voilà, j'arriverais pas à bien le faire. Et donc avec Rowi, on peut rapidement aller à mettre en place des éléments back-end assez complexes, puis plus tard de pouvoir les remplacer avec quelque chose de maison, quoi. Et donc la logique que j'ai mis, on retrouve ici ce qui est fait côté Framer, donc avec le bouton qui permet d'aller sur le checkout. Et donc qu'est-ce que ça va faire quand on va cliquer dessus? C'est que je vais appeler, donc avec Rowi je peux créer des webhooks, donc je vais créer un webhook qui va permettre de créer une session de checkout, donc session de checkout de Stripe, qui va retourner, quand le checkout est créé, il va retourner au site, à Framer, il va retourner le lien du checkout Stripe, et donc il va rediriger l'utilisateur là-dessus. Donc ça fait ça. Alors une petite faiblesse sur Rowi, c'est qu'il y a le temps. Là, il y a le chargement, il prend 2 temps. Il prend le temps pour discuter avec Rowi et puis aussi le temps d'échange avec Stripe. Mais voilà, c'est relatif. Ça prend à peu près, je pense, quelque chose comme 8 secondes.
ça reste correct pour la phase de checkout. Et là, j'arrive sur la page sécurisée de Stripe, sur lequel on a tous les avantages paiement là, de Stripe. Donc voilà, là c'est mon premier webhook que j'ai créé sur Checkout. Et puis après, j'ai un deuxième webhook que j'ai créé côté ROI, qui lui a pour objectif de venir, de pouvoir déclencher côté Stripe la fin de session de Checkout et qui va créer vraiment la réservation. Et là, je vais la créer dans Firebase. Donc ROI, en gros, il fait de manière extrêmement simple. Il propose des webhooks et le résultat du webhook, ça va être la création d'un document dans la collection order, tout simplement. Firebase, c'est juste le backend de storage Firestore Datastore. Ouais. Ouais, alors j'ai pu me tromper, mais c'est vraiment l'écosystème Firestore, Firebase que je mets derrière. La finalité, c'est quoi? C'est qu'on crée une collection. Et donc là, on est vraiment après, on retourne en gros sur notre plateforme et on a la commande qui est créée. Donc après, on a vu les webhooks, donc super simple à comprendre les webhooks. On a un autre élément qui est super puissant là sur ROI, c'est ce qu'ils appellent les extensions. En fait, ça va créer des Google Cloud Functions, mais ils ont déjà des extensions qui sont préfabriquées, on dirait, pour pouvoir discuter avec des tiers qui sont super communs dans les plateformes. Alors si vous ne les connaissez pas, je vous les détaille ici, mais SendGrid, c'est ce qui permet d'envoyer des courriels. Donc je pense que Airbnb doit utiliser SendGrid quand ils envoient des courriels. Bon, tous les éléments là, en fait, eux, ils font en sorte de prendre les meilleurs partenaires pour distribuer à grande échelle des emails, des messages, etc. Et ils te le configurent pour que tu n'aies quasiment rien à faire. Je vais montrer un exemple après sur SendGrid. Twilio, à qui appartient aussi SendGrid, eux, ils sont spécialisés sur tout ce qui est téléphone, WhatsApp, etc. Donc on peut de la même manière envoyer un SMS facilement à un utilisateur ou envoyer un message WhatsApp. On peut même déclencher un appel avec un robot derrière. Donc on peut faire plein de choses. Je me suis un peu amusé, mais ça je l'ai laissé pour l'instant. Je me suis concentré sur l'email et les notifications. J'utilise aussi Slack pour moi, en tant qu'administrateur, être au courant de ce qui se passe et pouvoir vraiment superviser quand il y a des réservations, vérifier que tout se passe bien, ça m'aide beaucoup. Et le dernier, qui est super puissant aussi, c'est d'utiliser le cloud messaging, qui permet d'envoyer des notifications. Là, on verra après l'application Flutterflow, mais on peut envoyer des notifications sur iOS, sur Android, avec le FM token, je crois, de mémoire. Là. Enfin bref, c'est un token qui est enregistré côté Google. Et en fait, on vient avec l'utilisateur qu'on veut cibler, on vient récupérer son token, et Google, il sait si c'est un iOS, un Android, un navigateur web. Et donc, il y a juste... derrière ça, c'est quasiment juste une ligne de code, un peu plus, mais je vais vous montrer quand même un exemple sur ROI. Donc là, c'est l'exemple de l'utilisation de SendGrid. Donc là, c'est exactement la même chose, si je voulais appeler Google Cloud Messaging. Il y a trois éléments, c'est qu'est-ce qui va déclencher l'action. Donc ça peut être un update ou la création d'une ligne. Moi, la partie confirmation, c'est tout simplement quand le loueur il vient confirmer sur son application, automatiquement ça va changer le statut et ça va déclencher l'envoi d'email à l'utilisateur. On peut mettre des petites vérifications là-dessus. Là, par exemple, la condition pour que ça se déclenche, je vais juste dire il faut que la commande soit acceptée. Et donc, ça va juste dire tu déclenches la Google Cloud Function. Et là, en fait, on a, avec les extensions, quelque chose qui est simplifié. On peut le voir ici, mais j'ai quasiment rien de compliqué. En fait, je vais juste dire quel est l'utilisateur, quel est l'expéditeur. Je vais dire quel est l'utilisateur à qui je dois envoyer l'email et je vais envoyer des informations dans le template. Et sur SendGrid, alors j'imagine... si, ça va, il est encore connecté. Et SendGrid, en fait, c'est ça, je viens juste gérer la partie visuelle. Je viens mettre mes informations de template, je viens les poser sur
enfin, voilà, de manière assez classique, et puis ça permet de très très facilement venir créer un nouvel email. Récemment, j'ai mis en place le système de review. Voilà, c'est pas compliqué, j'ai juste dupliqué ce système-là, j'ai créé un template, et très rapidement, tu peux mettre en place un système de review. Voilà pour la partie ROI. Bon, après, il y a une notion de dérivative, mais c'est le même principe. Donc, c'est vraiment ça que vous pouvez retenir. Finalement, avec ROI, ça me donne une visibilité sur tout ce qui se passe sur Firebase. Donc, je peux revoir toutes mes collections. Donc, ça donne une interface visuelle, super intéressant. Ça permet de créer des webbooks très, très rapidement. Là, pour le coup, c'est instantané. Les Google Functions, donc tout ce qui est extension ici, on peut les déployer. Ça prend quelques minutes à venir se déployer, mais ça permet de faire des choses complexes et surtout de manière à la fois scalable et fiable. J'ai eu réellement une seule fois un problème avec ROI. Ils avaient fait une nouvelle version de ROI, il y a eu une extension qui ne fonctionnait plus. Mais en dehors de ça, j'ai eu zéro problème, et ils ont été très réactifs aussi de leur côté. Et ROI est gratuit. C'est vraiment leur outil, enfin gratuit jusqu'à un certain volume, mais il est vraiment très très. Enfin, je vous laisserai regarder hein, pour ceux que ça intéresse. Mais il est gratuit à la base, on peut l'utiliser de manière très poussée. Et puis il y a des astuces aussi pour venir un peu. Là, on a des choses qui sont préfaites, mais après c'est du Node.js derrière, donc on peut venir faire un peu ce qu'on veut derrière. Donc moi, j'ai réussi juste avec ROI de faire tous les éléments back-end. Ils ont un autre produit qu'ils ont sorti plus récemment qui s'appelle Bullship, qui est lui beaucoup plus visuel, qui permet de faire des choses super avancées aussi. Mais je pense que pour des personnes qui ont un peu de maîtrise en termes de développement, avec ROI, ils peuvent déjà aller super loin. Et juste pour terminer là-dessus, ce qui est aussi super intéressant, c'est dès qu'il y a des nouveautés qui sortent, au niveau AI, là, il y a énormément de choses qui bougent. En général, il y a eu une annonce, je ne sais pas, par exemple, l'assistant OpenAI qui est sorti en octobre de mémoire. Le lendemain, ils ont déjà un tutoriel qui sort pour pouvoir l'utiliser juste en faisant un copier-coller d'une collection. Donc c'est intéressant pour venir tester rapidement des nouvelles choses. Et voilà, pour l'instant, j'arrive en tout cas à bien l'utiliser. Donc ça, c'est pour la partie back-end. Là, maintenant, je vais vous parler de Flutterflow, donc ce qui permet de créer une application. De la même manière que Framer, on retrouve une interface super visuelle. Alors, c'est moins fort que Framer là-dessus. Par contre, ils offrent un avantage qui est énorme, hein, qui vient de Flutter, hein, qui est le langage qui est utilisé par Flutterflow. Le code qui est généré par Flutterflow, c'est Flutter à la fin. Et ils offrent un avantage qui est énorme, c'est que ça permet de pouvoir déployer sur iOS, sur Android, et ils proposent aussi le web. Je crois qu'ils font aussi d'ailleurs la partie Apple Watch, ils font aussi tout ce qui est iPad, ils font les versions. Je pense que tu peux aussi avoir les applications Mac, applications Windows. Et donc ça, c'est super puissant parce qu'on vient vraiment créer un seul applicatif et on peut le faire 100% visuel quasiment, quoi. Alors avec Flutter, tu peux aussi on peut aller chercher des éléments Flutter qu'on retrouve sur les différentes collections qu'on peut retrouver sur Flutter. Donc on peut les récupérer du code et les réinjecter dans Flutterflow, mais ça c'est une partie que moi j'ai pas touchée parce que voilà, j'ai pas assez de maîtrise là-dessus, mais ça peut se faire. Donc ça, le premier élément, c'est la capacité de publier super rapidement sur iOS et sur Android. Et moi personnellement, ça m'a pris j'ai dû prendre une après-midi à peu près pour réussir à publier sur iOS la première fois. Mais après, une fois que tu sais le faire, ça prend vraiment quelques instants, quoi. Donc c'est juste cliquer sur le bouton ici, puis ça va publier une nouvelle version iOS. Tu vas recevoir après sur TestFlight la nouvelle version. Et voilà, puis c'est publié. Ça gère aussi la publication officielle sur iOS. Et ils ont aussi un environnement local qui permet de tester super rapidement sur mobile. Alors cette partie-là, moi, j'ai pas réussi à bien le faire, mais je fais que la partie. Je gère l'applicatif que via leur interface et je publie directement sur iOS et Android.
Donc on arrive à la fin. Là, je voulais vous montrer aussi l'autre intérêt de Flutterflow, c'est que des systèmes super complets, enfin, qui mettent du temps, qui peuvent prendre plusieurs jours à faire pour un développeur, comme le système d'onboarding, une personne qui arrive, comment on gère le sign-up, comment on fait pour gérer la complétion de son profil. Ben, en fait, ils ont des flows, donc c'est pour Flutterflow, ça vient de ça, notamment à la base, mais on peut aller récupérer des flows complets et en quelques clics avoir un parcours d'onboarding complet. Donc moi, les exemples que j'ai utilisés, c'est ça pour le onboarding. J'ai le système de chat aussi qui utilise ça, où là, j'ai vraiment rien fait, j'ai quasiment rien fait. J'ai juste dû cliquer sur un bouton et puis changer 2-3 petites choses. Je vous montre une petite vidéo, mais très rapide ici. Attends, je mets pas le son. Mais là, ça montre vraiment l'exemple de... Et je vais aller direct à la... Ici, comme ça. Voilà, donc là, ça montre l'exemple d'un flow. Et il va... la complétion de profil, il va cliquer dessus. Et là, on voit ce qui se passe. En fait, ça vient créer juste les collections qu'il faut sur Firebase. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Après, on a toutes les pages qui existent. On peut venir les customiser un peu, changer, rajouter des champs, mais on a la partie complexe qui est vraiment ce onboarding, l'authentification, etc. Là, je crois qu'il monte... c'est ça. Donc, il y a toute cette partie complexe qui est gérée de base, et donc on se concentre essentiellement sur l'expérience. La partie pure technique, elle est extrêmement simplifiée avec Flutterflow. Et la dernière, je crois que c'est la dernière chose, ouais, c'est ça, c'est la dernière chose. La dernière chose qui est super intéressante avec Flutterflow, c'est tout le système d'action qui permet, par exemple, moi, sur l'application, j'utilise l'AI pour pouvoir reconnaître les produits et automatiquement générer une page produit. Alors, je le fais pour l'instant semi-automatique, mais je serais capable de le faire avec Flutterflow. On a donc l'interface visuelle que vous avez déjà vue, mais on a après un système d'action qui permet vraiment de mettre toute la suite logique pour le faire, donc avec des conditions, etc., avec des blocs d'action qui sont aussi automatisés pour faire des choses qui peuvent être compliquées. Afficher une pop-up, une modale à l'utilisateur pour qu'il puisse sélectionner quelque chose, avoir un widget de loading qui va se mettre, par exemple, mais surtout, il va être capable de discuter avec vos API. Et on va pouvoir, sur des API qui sont comme OpenAI, par exemple, on va pouvoir aller récupérer la bibliothèque d'API OpenAI, vraiment en un clic. Ça vient changer tout le modèle. Et après, on peut directement, depuis Flutterflow, venir tester le résultat des API, venir formater comme on le souhaite. Et après, dans les actions, de manière super propre, on peut venir discuter avec ça. Donc, par exemple, faire un chatbot. On a vu les flows qu'il y avait avant, mais tu peux aller télécharger récupérer le flow pour créer un chatbot complet comme ChatGPT. Mais après, on va retrouver, vous êtes capable d'aller modifier l'expérience. Et par exemple, moi, avec l'AI, j'ai un système avec un assistant qui permet de travailler la génération de fiches produits. Donc, j'utilise cette API-là pour pouvoir automatiser des choses. Donc, venir faire les suggestions aux loueurs. Alors ça, c'est encore quelque chose que je travaille, hein, mais la cible, c'est ça, c'est de permettre aux loueurs, juste en prenant une photo, de pouvoir avoir une fiche produit automatique. Donc voilà, c'était ce que je pouvais vous partager sur l'utilisation du low-code sur le projet Location Voisin. Merci. On a du temps pour des questions. Après, on peut le faire. On peut prendre les questions, puis on peut en parler encore après. Ouais. C'était Clément. Salut Bruno. Salut Clément. Question par rapport aux solutions que tu utilises. Combien ça te coûte par mois tout le Firebase, Rowi, alors Rowi, je vous l'ai déjà dit, là c'est gratuit. Il y a des, vous pourrez aller voir, mais il faut retenir Rowi, c'est vraiment gratuit. C'est leur produit en gros qui sera toujours gratuit, mais qui démontre la capacité qu'ils ont dans leurs équipes. Et ils vendent après des produits avancés qui permettent d'aller encore plus vite. Donc Rowi, c'est gratuit, et Buildship,
Je ne sais plus exactement combien ça coûte, c'est le même système mais plus avancé. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que ça permet de créer des workflows énormes à des coûts super bas, quoi. Donc en gros, dès qu'on est dans des problématiques où on a besoin de scaler de manière forte, les prix sont super intéressants. Mais vous regarderez Buildchip, vous regarderez, ça va avec Rowi. Sur Framer, donc ça coûte à peu près la version basique que j'utilise. Elle doit coûter quelque chose comme $20 par mois. Et voilà, il y a des limitations sur cette version-là, mais $20 par mois, ça permet d'avoir un projet, d'avoir une petite collection CMS, et puis d'aller, je crois qu'on peut aller chercher jusqu'à 10 000 ou 100 000 visiteurs par mois. Donc c'est super adapté pour un premier projet. Et après, ils vendent enfin voilà, tu as des extensions qui te permettent, mais on est dans cet ordre de prix. On arrive à avoir des sites comme ça pour $20, et on peut aller chercher après davantage avec leur version un peu plus onéreuse, mais ça coûte pas cher. Et Flutterflow, celui-là il est un peu plus cher, mais il a un avantage énorme, c'est que ça crée du code, donc c'est connecté à GitHub notamment. Et donc celui-là, la grosse différence, c'est ça, c'est que tu crées du code propre, enfin je pense, hein. Mais c'est ça, et ce que tu vas pouvoir réutiliser après. Donc si tu vois, moi je suis tout seul sur le projet, mais quand je vais vouloir aller plus loin sur le projet, je vais pouvoir récupérer le code, éventuellement travailler avec des développeurs qui vont pouvoir travailler des parties plus complexes, où je vais me confronter à des limitations. Et j'ai pas dit le prix de Flutterflow. Pas encore. Ah, pas encore, suspense. Flutterflow, faudrait pas que je dise de bêtises, mais je pense que, alors les prix c'est en US dollars, donc, mais ça doit être genre peut-être $50 par mois. Et ça c'est la version pro. Il y a une version qui doit coûter $7 par mois, et il y en a une qui est gratuite de mémoire. Mais là j'avais besoin d'avoir le code, de pouvoir publier. Et ça me fait gagner en fait tout le temps voilà, je suis capable de publier sur iOS, Android. À ce prix-là, c'est déjà un gain énorme, quoi. C'est un gain énorme, et voilà. Ouais, bah en fait, c'était la peur que j'avais au début, c'était de se dire, avec l'utilisation de Rowi, les traitements qu'il peut y avoir, j'avais peur en fait à un moment que je reçoive une facture un peu, tu sais, qui me coupe complètement le business. Là. Mais non, là j'utilise le plan Blaze de Google, là, et non, je pense que c'est même pas $1 pour l'instant, tu vois. Mais bon, c'est ça en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est des outils qui sont faits pour scaler. Parce que c'est super important que je sois à des tarifs comme ça, parce que l'idée du projet, c'est que ça puisse après scaler. Donc je parlais de Montréal, mais après l'objectif, ça va être de pouvoir faire le Québec, le Canada, éventuellement la France. Enfin, le but, c'est d'avoir une plateforme qu'on puisse adresser comme ça. Donc avoir déjà techniquement des outils qui permettent de scaler déjà à un niveau assez fort. Voilà, c'est intéressant. Après, je vais sûrement avoir des difficultés à un moment, mais les SendGrid, Stripe, etc. L'idée, c'est d'utiliser des choses qui permettent d'aller chercher un niveau fort. On est sur l'économie circulaire, donc il faut vraiment optimiser les coûts. Là. Le but, c'est de générer du revenu, d'avoir une plateforme qui puisse être rentable à la fin, mais d'aller donner du revenu surtout aux loueurs pour que ça marche vraiment, quoi. Ouais. Ouais, SendGrid, c'est gratuit jusqu'à je crois qu'il faut que j'aille faire au moins 1000 emails par jour. Donc. Ouais. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher... alors, je sais plus comment... Peut-être ChatGPT qui m'avait donné l'information, mais je lui demandais... Je voudrais envoyer des mails, qu'est-ce que je peux utiliser? Et puis là, il me liste en gros des solutions. Je vais regarder, puis après je vois que, par exemple, SendGrid, Airbnb l'utilise, ou Turo, enfin en gros des plateformes un peu marketplace, et tu sais que là, normalement, ça coûte pas cher, quoi. Donc pour $70, tu fais tourner Location Voisin aujourd'hui, par mois. Ouais, en gros 50 plus 20, ça fait... 50 et 20, ça fait... non, mais ça fait... Ouais, ça... J'ai pas précisé la devise, messieurs.
Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tu peux. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tu es capable de créer une application pour tester à ce prix-là, quoi. Après, tu as plein de problématiques qui viennent se rajouter, la sécurité, etc. Donc ça, moi, c'est une des premières choses que je vais devoir vérifier, c'est m'assurer que... Enfin, tu vois, j'utilise du low-code ou des choses comme ça. Je suis responsable de ce qu'ils font sur la plateforme. Alors, je sais plus qui est-ce qui a levé Merci pour ta réponse. Ouais, moi je suis cloud architecte et tout, je bosse sur GCP et ce truc d'intégrer des solutions qui s'intègrent parfaitement à la plateforme et qui font des choses derrière ton dos et tout, ça me fait un peu peur, moi, perso. T'as quand même vérifié tout ce qui se passait sur ton projet Firebase, GCP, les Cloud Functions, les pub subtopics, les data stores, ne serait-ce que la localisation des ressources qui t'ont créé under the hood et tout, tous ces trucs obscurs qui sont un peu chiants quand tu te rends compte que tout d'un coup ta base de données elle est je sais pas où et que t'es pas compliant et tout avec la loi 25 par exemple et tout. Non, c'est une super question et effectivement en fait on peut aller super vite, mais c'est pour ça que j'avance aussi lentement, c'est que je peux pas, avant de passer aux étapes suivantes, je dois vérifier ces points-là. Alors a priori c'est bien fait de leur côté parce que c'est des partenaires Google, donc mais ils viennent quand même injecter des choses sur ton projet. Tu leur donnes les droits que l'application le fasse, et donc c'est des points qui sont à vérifier. Donc moi, dans les premières choses, là, dans les prochaines étapes du projet, je vous ai parlé vraiment là de la partie au début là de plutôt comment la stratégie opérationnelle pour déployer tout ça. Mais les premières choses que je veux faire, c'est surtout de sécuriser ces questions en fait de sécurité vraiment en premier, quoi. Donc, mais voilà, c'est des points sur lesquels si je vais chercher d'avoir des contributions, notamment pour pouvoir payer en premier ces points-là, quoi. Donc je pourrais vous faire un retour d'ailleurs à ce moment-là pour vous dire est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu être détectées. Moi j'avais une question par rapport à tes apps. Là actuellement tu as l'application web et mobile pour clients. Et est-ce que tu as une plateforme admin pour toi, pour visualiser des choses? Tu as dit que tu avais Slack pour la partie admin, mais est-ce que ça gère tout? Les remboursements, je sais pas, il y a un problème dans un flow? Comment tu fais? Pour tout ce qui est gestion des transactions, j'utilise le dashboard de Stripe. Okay. Voilà. Et après, l'idée aussi, pour rejoindre un peu les questions de sécurité, de privacy, c'est que je fais en sorte d'avoir vraiment le minimum de data sur l'utilisateur. Donc je fais en sorte d'utiliser juste ce qui est nécessaire. Par exemple, le numéro de téléphone, j'en ai besoin au moment de la transaction pour que le loueur puisse utiliser. Mais je fais vraiment en sorte, tu sais, pas demander des adresses ou des choses comme ça. Donc je prends le minimum là-dessus. Et donc les backends que j'utilise, c'est Stripe. Et puis après, c'est Rowi qui me permet aussi de visualiser l'information. Et après, je ne vous ai pas montré, mais avec Rowi, on peut faire aussi ce qu'ils appellent des dérivatives. Donc j'ai des toggles, en gros, où quand je clique dessus, ça me déclenche une action. Voilà. Mais pour l'instant, sur le volume que j'ai, il y a pas mal de choses que je fais en manuel. Hein. Je parlais de l'inventaire, par exemple. Je le fais vraiment de manière semi-automatique. Vous avez vu le CMS de Framer aussi. Donc ce que je dois faire, c'est avoir un bon CSV avec les bonnes informations pour le SEO, la bonne qualité d'information pour que les personnes puissent bien choisir le produit. Et voilà, c'est vraiment l'intelligence que je mets là-dedans. Mais il y a une partie qui est manuelle. Finalement, j'essaye quand même d'avoir beaucoup de choses qui sont manuelles pour être très flexible quand je veux ajuster des éléments. Et je peux le faire parce qu'il n'y a pas énormément de volume au démarrage, quoi. D'autres questions? Vincent? C'est bon. Sur Framer, quand tu fais des overrides, est-ce que tu as des limitations ou est-ce que tu peux installer n'importe quelle librairie NPM? Ouais. Il y a des grosses limitations sur Framer et c'est un des avantages, enfin c'est une limitation mais c'est aussi un avantage, c'est qu'il rajoute une couche d'optimisation Framer, ce qui fait que si tu mets certaines choses dans l'override, ils vont te
dans leurs optimisations, en fait, ils vont te retirer certaines choses. Donc tu as des grosses limitations, et notamment sur les packages React que tu peux utiliser. Il y en a beaucoup que tu peux pas utiliser. Donc en fait, ils te permettent d'utiliser que les packages qui maîtrisent pour garantir les bonnes performances. Donc c'est une limitation parce que tu peux pas faire n'importe quoi. Enfin, tu peux pas faire tout ce que tu veux, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Mais ça garantit un niveau de performance qui est bon derrière, quoi. Donc ouais, c'est clairement une application super avancée, tu n'utilises pas Framer. Mais tu peux travailler, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte de rester sur des choses relativement simples. Et voilà. Mais tu as des limitations. Après c'est ça, c'est la maîtrise côté développeur. Tu peux, je pense, réussir à faire beaucoup de choses. Mais ils ont une couche d'optimisation qui vient te retirer des éléments. Tu sais, quand tu enregistres, tu vois déjà, ils te mettent tout bien en ligne. Et ça, ils ont... Enfin bon, après, techniquement, enfin, voilà, il faudrait regarder plus en détail. Bah, écoutez, merci beaucoup.